16 ans, elle a dit à sa mère qu'elle dort chez une copine. En vrai, elle file chez un garçon dont elle est amoureuse. Elle ne reviendra jamais. 3 semaines plus tard, sa mère va la retrouver en morceaux. Bonne élève en terminale, le week-end, elle colle les affiches dans la rue pour se faire un peu d'argent. Rien d'une marginale. Pour ses parents, c'est une fille sage, Karina à Saint-Pétersbourg, hiver 2009. Sauf que l'été d'avant, elle commence à traîner dans les milieux gothiques de la ville. Et là, elle rencontre Maxime. Maxime a 20 ans, il chante dans un groupe. Sur scène, on l'appelle Chéri. Les filles l'adorent. Karina aussi, elle lui écrit des poèmes, lui, il ne la regarde même pas. 19 janvier 2009, le soir, Karina appelle Maxime, elle s'invite. Lui, il fait la fête dans l'appartement qu'il loue avec une bande d'amis. Avant de sortir, Karina ment à sa mère. Elle dit je dors chez une copine, elle prend le métro dans sa tête, elle doit déjà répéter la soirée, ce qu'elle va lui dire, comment il va enfin la regarder. Elle monte, elle entre, personne ne la reverra vivante. Dans l'appartement, petit à petit, Maxime fait partir les invités, il reste presque plus personne. Juste une autre fille qui loge là, et son homme de main, un type qui la suit partout, qu'il présente comme son garde du corps. Karina, elle, est invitée à rentrer dans la salle de bain, dans sa baignoire, Maxime la rejoint, et là un détail que j'ai trouvé horrible. Maxime éternue une fois, deux fois, trois fois. 3 éternuements, c'est pas un rhume, c'est un signal qui a été décidé à l'avance. Au troisième, son homme de main débarque. À deux, ils maintiennent la tête sous l'eau. Karina se débat, pas longtemps. Maintenant, il faut effacer. Ils prennent son téléphone, son appareil photo, son lecteur MP3, ses vêtements, ce qui reste d'elle. Ils le mettent dans des sacs et ils dispersent dans un terrain vague, dans des poubelles, dans des points d'eau, un peu partout dans la ville. Pendant ce temps, à quelques rues de là, une mère dort. Elle croit sa fille chez une copine. Les jours passent, la mère finit par s'inquiéter, elle alerte la police, elle recherche, elle tourne autour des proches, rien. Pendant que la police cherche une ado fugueuse, 2 garçons, eux, savent exactement où elle est. Et ils ne diront rien, ils reprennent leur vie, ils chantent, ils sortent, comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que le 31 janvier, sur un terrain vague du sud de la ville, on tombe sur des sacs, dedans des organes, des morceaux de peau. Quelques jours plus tard, entre 2 poubelles d'une rue voisine, on retrouve la tête de Karina. La police remonte vite jusqu'à Maxime et son homme de main. Ils sont arrêtés et là ils avouent tout. Ils noient Karina, puis ils découpent son corps et le lendemain ils font cuire des morceaux d'elle au four, dans du papier alu, avec des pommes de terre, des oignons et des épices, et ils les mangent. La fille qui loge là, il lui propose de la viande aux pommes de terre, elle en mange, sans savoir ce que c'est. Le mobile, quand les enquêteurs leur demandent pourquoi, tient en 2 choses. Karina les agace, elle est trop collante, trop insistante avec Maxime et ils ont faim. Le procès s'ouvre en mars 2010, coup de théâtre, les deux retirent leurs aveux, chacun accuse l'autre. Maxime jure que c'est son complice, jaloux, qui a noyé Karina. Le complice jure qu'il n'était qu'un garde du corps sous l'emprise de Maxime. Tous les deux disent que la viande venait du magasin, sauf que l'accusation diffuse aux jurés les vidéos des premiers interrogatoires. Là où il racontait exactement la même chose, mot pour mot, un juré tombe malade en regardant les photos.